Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. Merci beaucoup d'être présents avec nous ce soir pour cette conférence La vigne, interroger l'intelligence d'une plante. On est ravis d'organiser cet événement dans le cadre de la Fête des Sciences 2025 qui est consacrée au thème des intelligences avec un S. Et donc dans cette démarche-là, on a invité Jérémy Tritz, qui est botaniste et qui va questionner les potentielles intelligences des plantes et notamment celle de la vigne, parce qu'on a la Cité du Vin, donc c'est cette plante qui nous intéresse. Donc brièvement, Jérémy Tritz, ancien responsable scientifique, est aujourd'hui l'actuel botaniste du domaine de Rayol, le jardin des Méditerranées. Passionné de taxonomie floristique ou encore de biogéographie, mais également de jardinage et de pédagogie. Voilà, il a un parcours jalonné de différentes expériences avec des jardins botaniques, des bureaux d'études sur l'environnement, mais également le Musée national d'histoire naturelle avec leur herbier, ou encore l'Université de Neuchâtel en Suisse. Donc on est ravis de l'accueillir pour qu'il vienne parler de ce sujet-là. Je vais lui laisser la parole pour qu'il présente son propos. Merci encore Jérémy, je vous souhaite à tous une très belle conférence. Merci encore à vous d'être ici et à tout à l'heure. Eh bien, bonsoir à tous. Et je tiens évidemment à remercier toute l'organisation qui a été, je dois le dire, exemplaire. Ça a été d'une fluidité remarquable, tant pour le sujet qui nous rassemble, tant que pour l'organisation technique, on va dire, générale. Et donc, c'est tout à fait agréable. Donc, Loïc l'a dit, on va parler d'un sujet qui est évidemment vaste. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait eu un S mis au terme intelligence, que j'aurais pu rajouter d'ailleurs dans le titre qui va arriver avec la première de couverture, parce que vous verrez qu'elle est, suivant les définitions, qu'elle est multiple, qu'elle est large, qu'elle dépend évidemment des auteurs, qu'elle dépend des autorités. Et puis, étant donné que c'est un sujet, j'ai envie de dire, relativement qui peut être sensible suivant les personnes qui parlent de ce sujet, j'ai voulu questionner, parce que, comme l'a dit Loïc, j'ai un regard tout à fait scientifique. Et puis en explorant ce sujet, ma foi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de façons d'entreprendre ce vaste sujet. Donc j'ai trouvé intéressant de questionner. Je tiens à remercier aussi Maude qui était là avant, et également l'accueil et la visite aussi des lieux tout à l'heure. Alors voici le menu. Je mets toutes les références bibliographiques, étant donné que c'est un sujet pour lequel je ne suis pas rattaché à une université, donc les sujets, toutes les informations ont été évidemment compilées, consultées, donc il y a vraiment beaucoup de sources, et notamment les aspects iconographiques qui me tiennent à cœur dans ce genre d'exercice, parce que autant le sujet peut être très bien construit, mais je pense qu'il est important qu'il soit aussi bien illustré. Donc là, c'est par exemple une iconographie qui date de 1440. Donc ça, c'est une représentation de la vigne. Hein. Je vous apprendrai pas grand-chose, mais évidemment, les figurations évoluent. Ça, c'est dans le manuscrit de Sloane. C'est un herbier médiéval conservé à la British Library de Londres, pour information. 1440. Alors, en botaniste, on aime bien évidemment savoir de quoi on parle précisément. Alors, je définirai, je partirai de large, et puis je ciblerai sur le sujet qui nous rassemble ce soir. Et donc, les plantes, pour le coup, on parlera évidemment des plantes dans le règne végétal, dans le règne du vivant, mais plus précisément des plantes grimpantes. Ensuite, nous verrons où est-ce qu'elles sont, ces fameuses plantes. Évidemment, je parle de très large. Hein. Leur évolution, leur diversité. Leur diversité est intéressante, nous le reverrons. Leur répartition, par ailleurs. Bon, je pense qu'on est au bon endroit pour parler de cet aspect. Tout le bazar que vous voyez, alors je vais ressortir le pointeur, tout le bazar que vous voyez à droite de Vitis vinifera, qui pour le coup, je pense, est un terme que vous connaissez. Alors, excusez-moi. Voilà, tout ce bazar que vous voyez là, évidemment, n'ayez pas trop peur, je le définirai.
D'ailleurs, tout ce qui peut apparaître comme technique, scientifique, peut-être barbant, je me fais un point d'orgue à le définir pour essayer un maximum d'intéresser tout public. Alors taxons et cépages, botanique et ampélographie, pareil, je fais un éloge à la diversité. Quoi de mieux que l'endroit dans lequel nous sommes pour parler de diversité, au vu de ce que j'ai pu voir tout à l'heure, d'ailleurs dans les muséographies qui parsèment la Cité du Vin. Alors je parlerai quand même de cet aspect, la vigne demain, parce que c'est quand même un peu l'évolution, notamment avec l'aspect intelligent, s'il en est. Nous viendrons au sujet plus précisément de l'intelligence des grimpantes. Alors, comme je le disais dans la brève introduction, évidemment, le terme intelligent est large, donc on verra comment il est interprété, comment il est défini surtout, parce qu'en bonne personne intéressée par les mots, surtout en tant que taxonomiste, j'ai envie de dire, je m'intéresse à leur définition. Donc j'ai ouvert des dictionnaires et j'ai regardé un peu où est-ce que ça nous amène. Ça, c'est le regard un peu du botaniste strict, c'est-à-dire celui que j'étais avant de vous faire cette fameuse présentation. Vous verrez que mon regard a un petit peu évolué. On verra qu'il y a d'autres définitions aussi de ce fameux terme. Alors on essaiera de conclure, et puis on essaiera de conclure avec cette fameuse question. Alors on va débuter. Alors, ce truc que vous voyez, en fait, c'est une figuration finalement du règne, de tous les règnes du vivant. Alors on le voit ici, hein, il y a le règne des champignons, les protistes, les bactéries, les animaux. Et puis on voit aussi tous les liens de parenté que vous voyez à partir finalement d'une souche centrale qui est évidemment qui est documentée, mais qui n'est pas toujours consensuelle. Vous allez me dire que c'est le propre de la science, même si des fois des choses sont complètement évidemment prouvées et arrêtées aujourd'hui, heureusement. Et puis là-haut, juste pour relativiser, c'est juste la partie sur les plantes. Donc vous voyez, en gros, on va s'attacher qu'à ce truc-là, les plantes qui grimpent et à la fin la vigne. Donc vous voyez, c'est un film sur l'ensemble. Là, vous êtes ici, c'est juste pour rappeler que moi, une notion qui m'est chère, c'est la notion d'évolution, parce que finalement, c'est le reflet de tout ce qu'on a. Les choses ne sont pas parues comme ça, relativement à certaines grandes études. On reviendra un petit peu sur Darwin, évidemment, dont je connais assez bien, je trouve, ses travaux pour les inclure dans pas mal de sujets. C'est juste pour dire qu'en fait, tous les organismes tels qu'on les voit sont le reflet, sont le sommet finalement d'une évolution, dépendante d'un environnement, notamment, pas que. Donc c'est aussi pour relativiser par rapport à une petite condition, vous êtes ici, quoi. Alors ce grand machin, finalement, c'est toutes les familles de plantes à fleurs, dans le monde. Réunis par les grands groupes. Là, par exemple, les gymnospermes, pour ceux que ça parle, c'est en gros les conifères. Anita, c'est les plantes très primitives. Là, vous avez les magnolites, c'est en gros les magnolias. Les monocotes, vous savez, c'est les herbes, hein, les graminées, etc. Et tout ça, c'est des plantes un peu plus développées, on va dire, un peu plus évoluées, osons le terme, même s'il n'est pas facile à employer. Et puis, au sein de tout ça, en fait, ce que je voulais démontrer à travers ces familles. Alors, vous savez, en botanique, en taxonomie, vous avez la notion de famille, de genre et d'espèce. Okay, et donc là, ce sont les familles. Par exemple, nous, c'est les hominidés, le genre Homo, et puis c'est l'espèce Sapiens. Donc c'est exactement pareil avec tous les vivants, tous les organismes vivants dans le monde. Et donc, au fur et à mesure, en fait, ce que j'ai voulu voir, comme je disais dans le sommaire, c'est où est-ce qu'il était finalement, est-ce que ces plantes grimpantes étaient résumées qu'à une seule famille? Alors bon, on le sait, mais j'ai voulu le démontrer. Et finalement, à travers cette façon de démontrer les choses, c'est que, alors évidemment, c'est pas exhaustif, hein, c'est que il y a des tas de familles différentes au fur et à mesure de l'évolution. Et à la fin, vous avez les vitacées. Alors les vitacées, vous aviez compris peut-être de par l'appellation vitacée, vigne, vitis, hein, que c'était la famille donc de la vigne. Celle-là, on reviendra dessus, elle est assez rigolote. J'ai mis des choses assez classiques, hein, la capucine, l'évesse. Ça, c'est le houblon, par exemple. Alors, il y a des cactus qui grimpent, c'est assez étonnant.
Là, je vois pas très bien. C'est quoi Astéracées? Donc oui, il y a des astéracées. Les astéracées, pour information, c'est peut-être que vous le savez, c'est aussi il y a un nom alternatif qui est permis d'être employé qui s'appelle les composés. C'est les pâquerettes, c'est les pissenlits, c'est les tournesols, etc. Donc c'est une grande famille. Ensuite, bon, bah là, c'est on voit les convolvulacées, donc c'est les hippomées, vous savez, c'est le liseron. Bon, là, qu'est-ce que j'avais mis Saussuriacées, voilà, c'est des plantes tropicales. Là, qu'est-ce que j'avais mis je sais plus, je vois pas très bien. Smilacacée, probablement, une plante du sud, vous savez, l'herbe au schtroumpf. Alors, cette répartition, évidemment, elle est importante. Il y a quand même des auteurs qui ont travaillé, vous avez toujours les références. Alors évidemment, c'est le choix d'une référence. Vous voyez, il pourrait y en avoir bien plus. Et puis faire encore des statistiques suivant les références pour avoir un chiffre clé. Je me suis basé sur des choses assez bien publiées, par ailleurs citées. Et puis, bah, vous voyez, ça montre que là, j'ai montré 3-4 images autour de ce fameux cercle, mais il y a quand même, regardez, 12 000 espèces. Alors les chiffres, c'est toujours pareil. En Europe, c'est à peu près 20 000 espèces. Bassin méditerranéen, pareil. En France, à peu près 5 000 taxons. Mais il y a des familles entières pour lesquelles il y a des milliers d'espèces, par exemple, à l'échelle mondiale. Donc c'est juste pour relativiser. Dans le monde, c'est à peu près 350 000 espèces de plantes. Donc c'est énorme, etc., etc. Je ne sais pas, 600 espèces de conifères, à peu près. Bon. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans l'Ancien Monde. Bon, l'Ancien Monde, je pense c'est une appellation évidemment historique. Je ne sais pas à quel point ça allait là à l'époque, mais finalement, ouais, on a 12 000 espèces. Et puis, je parlais de la notion de famille. Maintenant, je peux me permettre de l'employer pour de vrai, pour l'avoir plus ou moins définie. Finalement, bon, 143 familles, c'est quand même important. Europe plus Afrique du Nord, donc là, avec cette partie-là, donc là, il y a 7 000 espèces. Donc ça veut dire que juste Europe et Afrique du Nord, juste les plantes grimpantes, c'est à peu près le nombre d'espèces qui poussent finalement en France, c'est juste à peu près, évidemment. Et puis, bon, là, j'ai mis des familles. Quand ça finit par ACAE, c'est la famille, il y a une terminologie précise. Là, j'ai mis des noms français, Pervenche glorieuse, que vous connaissez. Légumineuses, vous savez, c'est les vesses, les petits pois, etc. Et puis, sont les plus riches en plantes grimpantes, suivis par les convolvulacées, et puis finalement, notre fameuse vigne. Cucurbitacées, vous connaissez. Rubiacées, bon, c'est une autre famille, par exemple, le Rubia tinctoria, en français, ça me reviendra. La Garance voyageuse, pardon. Bon, on peut aller voir un peu plutôt en face. Il suffit de traverser l'Atlantique. Bon, là, c'est pareil, grande diversité, 1000 espèces. C'est pour avoir un panorama général. Et puis, ici, on a divers mécanismes sur les plantes grimpantes, avec des familles, encore une fois, des rubiacées en baie, avec différents mécanismes de grimpe sur lesquels on reviendra. Je les illustre juste après. Donc on verra ça. Bon, il y a les philodendrons, par exemple, que vous connaissez, qui sont en D avec des racines adventives, etc., etc. Donc, si on revient un petit peu dans l'Ancien Monde, pour le coup, ça, c'est des plantes que vous connaissez, je suppose, pour la plupart. Je me suis permis de mettre des plantes, excusez-moi du peu, mais banales, pour qu'on sente le propos. Alors bon, j'ai mis des petits noms. Le lierre, il y a plusieurs espèces de lierre, sachez-le, le liseron. Le tamier des dames, l'herbe aux dames aussi, l'herbe femme battue, excusez-moi. Ça servait pour les ecchymoses. Smilax aspera, le Nicera etrusca, plutôt une plante méridionale, Clematis alpina. Alors si on revient là, finalement on a vu que les vitacées étaient juste ici. Et donc les vitacées, c'est ça. Si on veut être tout à fait taxonomique, ça veut dire que c'est une conception basée sur des spécimens de référence et qui finalement ont été publiés par des gens. Donc là, c'est Jussieu dans un bouquin, Genera Plantae, page 267, et pendant la Révolution. Je pense qu'il avait travaillé avant, vous en conviendrez, plutôt que de sortir ça pendant que ça brûlait autour, on se comprend. J'ai illustré un petit peu avec cette espèce que vous connaissez, cette sous-espèce dont on parlera après,
publié en 1925, qui est l'espèce donc sauvage de la vigne. Et puis à droite, pour le coup, une plante endémique de Floride, qui est aussi une vigne, cette fois, qui est une fois évidemment différente, mais qui se rattache de par la conception finalement du genre à cette fameuse vigne dans sa conception. Alors, Vitis vinifera, c'est pareil, maintenant vous savez. Alors là, c'est pas Jussieu, qui est bien connu. L. Point, vous savez, c'est l'abréviation de Linné. C'était un Suédois qui, finalement, au XVIIIe, a fait un bouquin, a fait un ouvrage, une publication d'importance, j'ai envie de dire temporelle, parce qu'elle est tout à fait, elle est complètement utilisée aujourd'hui. Le nom, vous le connaissez, il n'a pas changé, donc c'est quand même assez fort. Et puis, voilà, c'était dans Species Plantarum, et page 202. Alors, le machin de droite, finalement, c'est le spécimen de référence sur lequel il s'est basé pour faire sa description. Donc ça, on peut avoir accès aujourd'hui, grâce à la numérisation des planches d'herbier, au spécimen de référence. Donc ça, on reverra après. Par exemple, 281, là, il est repris ici, vous voyez, donc il y a vraiment le match entre les deux. Donc là, c'est à Q, sauf erreur. Voilà. Alors pour la petite histoire, ça se retrouve à Q et c'est pas en Suède, parce qu'il paraît que la femme de Linné en avait un peu marre d'avoir des tas de papier partout. Et puis il paraît que le premier Anglais qui passait par là, il l'a récupéré. Je vous laisse imaginer aujourd'hui l'importance de ce genre de dispositions scientifiques, parce que c'est quand même il a publié des milliers et des milliers d'espèces tout à fait valables aujourd'hui, quoi. Alors voilà le genre d'ouvrage complètement imbuvable pour définir la vigne. Donc là, c'est le titre. Et puis, si vous regardez un peu de plus près, il y a un petit machin là, lié à ce que je disais juste avant, vous voyez, avec la page. Donc ça me permet de retrouver. C'est publié beaucoup sur Biodiversity Heritage Library. Vous pouvez retrouver tout un tas de choses pour retrouver les diagnoses. Donc c'est les descriptions originelles, quoi. Sachez que toutes les plantes qu'on retrouve, toutes les plantes que vous observez, surtout en Europe, parce qu'il y a assez peu d'espèces nouvelles à décrire, sont en herbier. Tout ce qu'on a pu voir, il faut bien définir, par exemple, un ordinateur. Il faut définir ce que ça veut dire un ordinateur. Donc là, pour le coup, l'élément de base, c'est l'herbier, sachez-le. Et puis là, on a la description de la vigne, tout simplement. Vitis vinifera. Et alors, si on repasse là, j'ai repris finalement ce qu'il y avait décrit. Pour les latinistes, vous allez me dire, pour les non-latinistes, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Donc j'ai été assez sympa. Pour le coup, ça veut dire juste ça, vitis, vigne, vigne à feuilles lobées, sinuées glabres. Glabre, c'est sans poils, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors il y a des espèces avec des poils, mais il faisait avec ce qu'il avait comme matériel à l'époque. Et puis vigne à feuilles palmées anguleuses, Hortus Clifford Cyanus, page 74. Ça, c'est finalement des ouvrages, le précédent, sur lesquels il se basait, donc qui cite quand même dans sa description. Donc là, en l'occurrence, c'était George Clifford. Linné a travaillé pour c'est un riche banquier. Et puis, donc là, c'était près de Harlem. Ensuite, voilà, il cite quand même Dioscoride aussi, après JC, etc., Leyde, donc je vous passe toutes les abréviations. Alors là, c'est plus un pied de nez, c'est plus pour rigoler. Dieu créa, Linné dispose, vous voyez, car la plus grande œuvre du royaume de la science, d'après lui-même. Donc vous voyez, un peu d'humilité, ça fait jamais de mal. Mais ceci dit, il peut quand même, parce que vous savez, il a travaillé quand même sur les champignons, les animaux, etc. Donc c'est quand même assez. Et puis c'est 18e, je pense que là, je peux me moquer un petit peu, mais c'est évidemment avec humour, vous avez compris. Alors tout ce bazar, c'est évidemment pour faire exprès, pour faire en sorte que ça soit tout à fait imbuvable. C'est finalement toutes les espèces de vignes qui existent, d'après cette référence. Donc c'est en Angleterre. Donc 80 taxons. 4 taxons, finalement, c'est tous les valides. Ça veut dire qu'il y a des espèces qui ont été décrites, mais qui ne sont pas forcément reconnues par les fleuristes, par les taxonomistes. Donc aujourd'hui, voilà, c'est 80 taxons. Taxons, ça induit aussi les hybrides, par exemple, ou les sous-espèces, les variétés. Donc ils sont des rangs infraspécifiques, c'est-à-dire en dessous de l'espèce, je vous dis famille, genre, espèce, puis en dessous, il y a encore des distinctions que les botanistes font pour distinguer une forme qui peut être liée par ailleurs à un environnement.
et par des fois une génétique. Alors chez le genre Vitis, c'est pas facile, hein, c'est un genre très compliqué. C'est ce qui est repris d'ailleurs dans la Flore de France. Je vous lirai après. Flore de France, c'est 2014 la dernière, hein, par Tison et de Foucault. Mais 80, il y en a eu 1047 de décrits, vous voyez. Donc en gros, il y a du déchet, quoi. Donc ça veut dire que des fois, les botanistes, vous savez, il y a la moindre variation morphologique, de façon à malheureusement mettre son nom derrière, parce que tu es l'émetteur de l'information, de la nouvelle description, bah, tu mets ton nom derrière, et donc ça en fait 1047. Alors des fois, bon, bah, c'est purement, comment dirais-je, pour montrer, c'est très mondain de dire que tu as décrit une espèce qui, à la fin, a ton nom, comme Linné, L. Bon, on voit qu'aujourd'hui, les dernières études en retiennent quand même beaucoup moins, hein. Et puis, bah, on y vient tout doucement. L'Organisation internationale de la vigne et du vin, lui, c'est quand même 6000 cépages. Bon, les chiffres, vous savez, ça va, ça vient. Là, j'en vois 23 500. Donc, je pense qu'il y a peut-être que des spécialistes pourront m'en dire plus. Vitis International Variety Catalogue, que j'ai découvert il y a peu de temps, bien entendu. Et puis, dictionnaire. Donc là, j'ai l'impression que c'est quand même une grosse référence dans notre hexagone. Là, c'est 10 000 cépages, quoi. Donc, vous voyez, il y a, le cépage, évidemment, c'est quelque chose d'anthropique. Ou pas, au moins pour la plupart, quoi. Donc au final, et je ne parle pas encore de terroir qui ne se distinguerait pas forcément, je parle encore au conditionnel quand même, d'un point de vue taxonomique, mais d'un point de vue finalement empélographique, d'un point de vue gustatif, et tous les sens tels que ceux que j'ai pu voir tout à l'heure, évidemment, c'est énorme, quoi. Donc vous voyez, à partir de quelques espèces, finalement, ça c'est les espèces françaises, Rupestris. Et puis à la fin, vinifera, bah, a priori, je n'ai pas fait le tour de la question, mais à peu près à partir d'une espèce, on arrive à peu près à ça, quoi. Peut-être que vous le savez, parce que vous connaissez évidemment, je suppose, mieux le vin que moi-même, mais au final, pour un botaniste, arriver à autant de choses à partir d'une espèce, c'est pas mal quand même, hein. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que dans le genre Vitis, encore une fois, là, tout ce bazar, maintenant vous savez ce que c'est, ça, hein, j'ai plus besoin de définir. Donc vous avez l'année de publication. Et ben en fait, ces 10 dernières années, sachez que la science évolue toujours. On a quand même 10 taxons nouveaux qui sont 99, voilà, les plupart en Asie, qui ont été décrits. Alors ça ne veut pas dire que dans 20 ans, ces dernières descriptions seront encore valides, quoi. Là, là c'est en Europe, pour le coup, ce que j'avais mis en haut, excusez-moi. Et donc ça, c'est l'hybride, voilà, qui est issu de là, 2014. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est publié dans une bonne revue, hein, Phytotaxa. Alors, vous voyez, on rétrécit. On arrive finalement purement en France, hein, bon, un peu comme avant, mais là, finalement, j'ai repris cette figuration qui me paraît intéressante. Vous avez les références. Donc, c'est évidemment pour moi qui dit. Moi, je démontre à travers ce que j'observe. Finalement, on a cette espèce. S.L. Donc c'est aussi du latin, excusez-moi, ça veut dire sensus lato, ça veut dire qu'il y a d'autres distinctions au sein de la conception Abrusca. Et puis nous, finalement, c'est à peu près ça qui nous intéresse. Donc ça serait la vigne finalement cultivée que nous avons partout. Et puis ici, la sous-espèce Sylvestris. Sachez que ça part d'une souche sauvage quand même, toute cette affaire. Souche sauvage qui est encore présente en France, en Europe, et qu'on va voir tout de suite, quoi. Rupestris, oui, était souvent utilisé comme porte-greffe, peut-être que vous le saviez. Donc c'est des choses qu'on peut retrouver un peu échappées de culture, de vieille culture, quoi, hein, avec évidemment les dommages pathologiques qu'il y a pu avoir dans l'histoire de la culture de la vigne. Mais ça, c'est un grand et vaste sujet. Les images là que vous voyez, en dehors de l'aspect, je trouve, esthétique, hein, c'est tiré donc des deux flores en vigueur en France, hein, donc encore une fois, Tison et de Foucault, et donc c'est la flore de France méditerranéenne et la flore de France au sens strict, quoi. Donc il y a comme ça des variations, plus ou moins même de coller à ça. Bon, c'est pas toujours simple. C'est pas un genre que je connais très bien, hein, évidemment, Vitis. J'ai plus l'habitude de le voir sur la table que dans la nature. Mais depuis que je prépare toutes nos affaires, sachez que maintenant je regarde de plus près évidemment ce qui se passe.
Vous connaissez aussi la vigne vierge, Parthénocissus incerta notamment. Quand je dis Parthénocissus, vous avez compris maintenant que c'était pas le genre Vitis, quoi. Mais on l'appelle la vigne vierge. Alors les noms vernaculaires, vous savez, c'est tout un monde. Si on reprend que les pissenlits, en France, je ne sais plus, il y a des dizaines et des dizaines d'appellations, suivant où on est. Vous savez, c'est l'histoire de la chocolatine et du pain au chocolat. Et finalement, le taxonomiste, lui, il a besoin de définir et d'après des références pour savoir de quoi il parle, ce à quoi je m'attache depuis le début. Passe pas. Et là, finalement, on a la figuration en 1925 de la fameuse sous-espèce sylvestris. Alors au départ, elle n'avait pas été reconnue. Donc là, c'est pour distinguer. Alors encore une fois, juste les images, bon, suffisent pas. Mais il s'avère que depuis 1925, grâce à la description associée à ce truc-là, finalement, c'est encore la référence pour parler des vignes sauvages, finalement, à l'échelle en Europe. Alors, Vitis vinifera sous-espèce sylvestris. Au départ, c'était une espèce, sylvestris, vinifera sylvestris, qui a été reconduit au rang de sous-espèce par Egui en 1925. C'est ce que veut dire tout ce bazar. Alors là, je vous lis la note intéressante dans la flore de France. La survie de la vigne sauvage dans les ripisylles. Les ripisylles, vous savez, c'est les milieux humides. Avec arboré souvent. Et les éboulis est attribué au fait que ce sont les deux seuls biotopes. Biotope, c'est tout ce qui est non vivant dans un écosystème. Vous avez la biocénose qui est vivant et biotope qui ne l'est pas. Où ces racines échappent au phylloxéra, ça vous connaissez. Encore est-elle défavorisée par la concurrence des vignes naturalisées. Donc c'est celles qui sortent finalement des vignes, ou la vigne vierge par exemple, qui aurait tendance à faire, vous savez, ces grandes draperies dans les arbres. Et puis et qui sont beaucoup plus abondantes. Vous avez le problème des espèces exotiques envahissantes. Son indigénat en France, indigène, c'est qui pousse naturellement. Au moins à l'époque préhistorique est certain, mais celui des populations actuelles ne l'est pas, car il est largement domestiqué, diffusé par l'homme. J'ai mis des références. C'est eux qui l'ont mis, j'ai repris. En revanche, il existe bien une continuité morphologique entre les sous-espèces vinifera et sylvestris. Ça veut dire que d'un bout à l'autre, si on met toute la continuité par l'intermédiaire des parts d'herbier, on va voir qu'il y a une continuité. Donc à quel point c'est pertinent de distinguer, d'arrêter à un moment donné finalement la sous-espèce sylvestris. C'est ce que ça veut dire. Entre les sous-espèces machin et machin, à tel point qu'on peut s'intéresser sur la pertinence. Voilà, c'est ce qui a été dit. L'hypothèse d'une continuité génétique est infirmée par les études moléculaires. Ça, c'est pas rien. Ça veut dire que le moléculaire ne confirme pas finalement ce que le botaniste finalement de terrain dirait. Mais on peut voir selon ses travaux la sous-espèce vinifera se naturalise mal, et que ça serait du coup l'inverse en Espagne. Bienvenue dans le monde de la taxonomie. Parfois, évidemment, c'est un peu ça. Enfin, la distribution morcelée et la variété de la sous-espèce sylvestris en Europe pourrait cacher plusieurs néotaxons, problèmes à étudier. Donc vous voyez, ça c'est l'état de l'art sur Vitis vinifera, sous-espèce sylvestris, la vigne sauvage en France. Alors la répartition, j'en ai parlé dans le menu, dans le sommaire. Alors cette carte, évidemment, c'est une capture d'écran issue de cette référence. Mais alors elle n'est pas terrible, mais j'ai retrouvé quand même celle-là, alors qui est mise en précise, mais qui donne quand même le ton. Encore une fois, c'est par rapport à ça. Donc c'est intéressant, une vieille gravure. Venons-en à l'Hexagone. On a plusieurs endroits où ça a été vu. Donc ça, c'est quand même issu de l'autorité botanique en France. Donc c'est la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, 2016. Et donc c'est des répartitions par l'intermédiaire des agents, des botanistes il y en a 11 en France. Et puis là, c'est les distinctions biogéographiques face à l'Atlantique, centre, les Alpes. Vous avez compris. Là, vous avez le nombre d'observations. Donc vous voyez, dans le Bordelais, je suis allé voir, tant qu'à faire. Et puis on a quand même quelques spécimens. Alors j'ai zoomé pour faire plaisir à l'endroit dans lequel nous sommes, ça donne le contexte. Alors un tout petit peu d'histoire. Il s'avère que les premières traces écrites de la vigne apparaissent quand même il y a un petit moment. Donc 3e millénaire de ce que j'ai pu voir tout simplement sur des références.
Et donc c'est dans ces fameuses tablettes de Gilgamesh. Alors je trouvais ça intéressant de recontextualiser aussi d'un point de vue historique. Alors je passe parce qu'évidemment c'est un sujet peut-être que vous maîtrisez, qui est d'ailleurs évoqué dans les différentes muséographies que vous avez aux étages. Celle-là, je la trouvais particulièrement éloquente, alors je l'ai remis en évidence là. Et puis vous voyez encore une fois que ça date pas d'hier, 1450 avant Jésus-Christ. Bon, les Romains, parlons peu, parlons bien. Évidemment, là, je trouvais ça rigolo quand même que ce cher monsieur soit complètement recouvert de raisins. Et puis une notion que j'ai pas plus élaborée ici, c'est la notion de paysage, mais on voit qu'elle est largement, qu'elle est figurée assez discrètement ici. Évidemment, c'est quelque chose d'assez remarquable au niveau culturel, au niveau du paysage. Donc, je trouvais assez intéressant de le figurer. Donc là, ça vient de Pompéi. Oui, alors un petit trait d'humour, étant donné qu'on parle quand même de quelque chose qui est interdit à moins de 18 ans, je trouvais sympa de faire une petite figuration, comme je le disais tout à l'heure, pour dire que les choses ont évolué, ma foi. Alors la vigne demain, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire au regard de l'évolution du climat. Vous avez un modèle intéressant qui permet finalement de comprendre l'évolution des climats et ce à l'échelle mondiale. Donc vous avez la référence ici et c'est à 1 km de résolution. Ça veut dire que là j'aurais pu zoomer à 1 km. Les différentes couleurs, c'est tout ce bazar, vous l'avez compris. Et puis par exemple CSA, c'est le climat méditerranéen avec des distinctions, CSB, CSC. Et puis là, c'est plutôt climat semi-aride. Là, c'est plutôt aride, etc. J'ai plus la terminologie en tête exact. Mais tout ça, ça donne lieu finalement à des précipitations, ça donne lieu à des sécheresses assez... dans ce cadre-là, des sécheresses assez intéressantes. Alors, pour l'histoire, c'est basé donc sur ça, qui a été repris d'une publication qui, elle, a plus d'un siècle, c'est Köppen. Köppen-Geiger. Alors d'ailleurs, Köppen, ou l'un ou l'autre, je ne sais plus, il y avait un climatologue et un botaniste. Donc ça permet d'avoir une représentation physique sur aussi des considérations biotiques. Quand je dis biotique, c'est vivante. Donc c'est un travail assez impressionnant. Et donc vous pouvez tout à fait consultable. Et puis aujourd'hui, il est modélisé donc à 1 km de résolution, avec finalement des scénarios possibles. Vous avez vu qu'en haut, j'ai mis à peu près aujourd'hui. Et puis, si on va voir finalement ce qui se passe plus tard, ici, on voit que les climats, ils évoluent. Donc ça veut dire que c'est plus une espèce qui disparaîtrait, un petit machin de botaniste. Vous savez comment on appelle les botanistes ? On appelle ça les compteurs de poils. Alors vous voyez, c'est pour me moquer de moi-même. C'est-à-dire que là, c'est plus juste un botaniste finalement qui serait impacté. C'est pas juste finalement, c'est pas juste un paysagiste pour mettre d'autres espèces qui tiendraient. Mais là, ça concerne finalement un peu tout le monde. Parce qu'on voit que d'ailleurs sur cette fameuse façade atlantique, c'est pas moi qui le dis, regardez, le climat méditerranéen qui est ici, finalement, il se retrouve aussi sur la façade atlantique, et puis même un petit peu vers Granville, tout ça en face, dans la Manche, en face des îles anglo-normandes. Donc c'est quelque chose d'assez curieux. Alors on voit que finalement le BSH, c'est finalement, je crois que c'est semi-aride. Donc ça veut dire que d'après la définition de Köppen, on a quand même le climat semi-aride qui arrive gentiment dans les zones déjà méditerranéennes. Et puis il faut rajouter à ça un phénomène qui est intéressant, c'est les phénomènes d'îlots de chaleur. Vous savez, si tout est bétonné, forcément, il fait encore plus chaud, quoi. Alors nous, finalement, c'est pas... Bon, évidemment, ça chauffe, mais regardez plus bas, c'est assez marqué. Alors, l'influence sur la vigne, elle est questionnable. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout pionnier là-dedans. Il y a des auteurs qui le font, on le verra dans la diapositive suivante. Et donc, quelle est l'influence, finalement, de tout ça sur la vigne? Alors, vous voyez qu'il y a de la vigne un peu plus haut. Ce paysage, pour le coup, je parlais de paysage... il est relativement récent, me semble-t-il. Alors, il y a de la vigne aussi, évidemment, vous le savez, en Grande-Bretagne et dans des zones peut-être plus septentrionales.
Mais ça, il me semble que c'est quand même assez novateur. Hein. Il manque, on comprend bien où on est. Et puis c'est la référence que j'évoquais tout à l'heure. C'est quand même, il me semble, quelque chose d'assez autoritaire, au sens de l'autorité. Ça a l'air très bien documenté. Donc je vous invite à consulter ce genre de documentation pour essayer finalement d'aller plus loin sur cette question qui touche finalement tout le monde, hein, comme je l'ai défini avant. Pas juste le botaniste, pas juste la personne qui vous hésiterait à installer la climatisation chez lui, etc. etc. quoi. Donc il y a évidemment d'autres références. Le changement climatique modifie la vigne et le vin, maturation plus rapide, stress hydrique, événements climatiques extrêmes, etc. C'était un projet avec l'INRAE. Et l'ouvrage, il synthétise ces stratégies pour les professionnels, chercheurs et étudiants et offre une vision globale, participative, d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est repris de la revue du vin en France. Alors venons-en. Tout ce bazar. Cette fameuse vigne, maintenant qu'on l'a bien définie, de l'intelligence des plantes, rapport au terme d'intelligence. Alors je vous ai dit que moi, j'avais évidemment besoin de références. On entend tout le temps tout un tas de bêtises, mais il y a des gens qui s'attachent à définir les choses proprement en fonction d'un corpus social, en fonction d'un environnement anthropologique, etc., etc., etc. Et donc, ça donne finalement des définitions qui parfois peuvent ne pas forcément être en accord avec l'évolution des choses. Chaque année, il y a des dictionnaires qui sortent. Et quand on voit le terme intelligent, à chaque fois, vous verrez qu'il y a quand même un rapport très anthropique. Alors, par exemple, si je prends, comme vous l'auriez probablement fait, notre fameux Larousse. Alors, j'ai mis .fr parce que je n'avais pas toutes les références chez moi, mais j'avais qu'un seul Larousse de 2007. Mais j'ai voulu prendre les définitions actuelles. Donc, Internet était très utile. Ensemble des fonctions mentales, retenez bien, je les ai mis en gras, ayant pour objet la connaissance, conceptuelle et rationnelle. J'ai abrégé. Ensuite, le Robert, tant qu'à faire. Faculté de connaître, de comprendre, qualité de l'esprit, qui comprend et s'adapte facilement. S'adapte, j'aurais dû le mettre en gras. L'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle opposée à sensation et intuition. Alors ça, c'est intéressant. Entendement, intellect, raison. Bon. Centre national de ressources textuelles et lexicales. Chez les êtres animés, fonction mentale d'organisation du réel en pensée chez l'être humain, en acte chez l'être humain et l'animal. Bon, ça s'ouvre un peu, toujours pas de plainte, mais on a ouvert un petit peu. Dictionnaire de notre académie, ensemble des facultés intellectuelles, faculté de comprendre, de concevoir, de connaître, et notamment faculté de discerner ou d'établir des rapports entre les faits, des idées ou des formes pour parvenir à la connaissance. Bon, alors ils y vont directement, intelligence humaine. Alors je reprends textuel les choses qui se font. Alors si on regarde dans l'histoire, j'ai cité notre cher Charles tout à l'heure, il avait déjà... Alors vous savez qu'il a fait une théorie de l'évolution qui est bien connue. Il a quand même fait un truc juste sur les plantes grimpantes. Je ne sais plus si j'aurais dû peut-être sortir quelque chose. Je ne sais plus s'il a fait quelque chose sur la vigne, j'y pense que maintenant. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est étudié depuis longtemps. Donc, lui avait déjà sorti un certain nombre d'informations vis-à-vis d'aspects intelligents, je ne sais pas, mais au moins quelques intuitions qui pourraient amener à penser que. Vous voyez, j'incarne la personne qui marche sur des œufs, vous l'avez bien compris. Donc je reprends évidemment la façon de faire. À droite, une plante bien connue, la ronce, ici tirée d'un article de la Société botanique d'Occitanie. Sachez que c'est un des groupes les plus complexes à étudier. Encore une fois, une plante grimpante. Donc, vous voyez, on a élargi là, encore une fois le corpus. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec ces ronces, sachez-le, c'est que c'est un mode de reproduction qui peut être sans la sexualité. Alors ça, c'est pas mal. Les insectes, ils font ça s'appelle, ça va me revenir, mais là, en gros, en l'occurrence, ça s'appelle l'apomixie. Donc, c'est un mode de reproduction asexué chez les plantes par lequel une graine se forme sans fécondation. Ça, c'est quand même assez étonnant. Autrement dit, la plante produit des descendants génétiquement identiques à elle-même, comme une copie conforme, etc., etc. Donc, ça, c'est quand même... donc, ça réduit la variabilité génétique. Et il n'y a pas de recombinaison comme dans la reproduction sexuelle. Alors, du coup, ça donne des tas de formes abominables. Vous prenez un roncier, vous pouvez avoir 10 espèces, par exemple. Donc, c'est pour élargir, encore une fois.
Donc ça, si vous voulez, c'est des choses qui sont étudiées en ce moment. Hein. Là, c'est publié en 2023. Quoi. Et donc j'ai pris ça parce qu'il y a un herbier donc, au Jardin botanique de Bordeaux, et ça, c'est tiré du Jardin botanique de Bordeaux. Donc c'est aussi un spécimen de référence qu'on appelle typus. Il y a plein de types de typus. Je ne rentre pas dans les détails. En gros, si quand même. En fait, le spécimen de référence type, finalement, on appelle ça l'holotype. Et puis des fois, s'il n'y a pas de spécimen de base, on peut distinguer d'autres types de types, et puis ça porte d'autres appellations. Alors là, vous avez un tas de références littéraires, finalement, qui sont discutables. Des références, finalement, qui sont tout à fait, comment dirais-je, bonnes, et puis d'autres moins bonnes. On pourrait le voir aussi par les aspects graphiques, très anthropomorphés, intelligence. Alors là, ils y sont allés pour de vrai, émotionnel. Bon, les plantes ont ou auraient, je ne sais pas, de l'émotion. Encore une fois, oula, c'est pixelisé, mais encore une fois, l'émotion cachée. Alors celle-là est rigolote parce qu'on parle, vous savez, avec la musique, est-ce que ça aurait une influence? Et puis là, cette chère Madame Rétalac, en bonne conservatrice qu'elle était, disait que finalement, elle avait observé que les plantes avaient plus de facilité, plus de mouvement avec la musique classique qu'avec le rock. Il s'avère qu'elle n'aimait pas le rock. Alors je ne suis pas sûr que ça soit très scientifique, mais en tout cas, ça a eu le mérite de faire parler un peu du sujet. Après, il y a des choses complètement solides qui sont vraiment dans le champ d'action de notre soirée. Par exemple, Quentin Hiernaut, qui est donc au Jardin botanique de Metz et qui est donc en Belgique, et donc qui lui prend la chose non pas d'un point de vue taxonomique, botaniste comme moi, mais d'un point de vue philosophique. Et vous verrez que c'est un petit peu la destination qu'il faut à cette conférence, parce que finalement c'est beaucoup un imaginaire qu'il faut, je pense, revoir pour pouvoir appliquer ce fameux terme intelligent à ces fameuses plantes, en l'occurrence, et la vigne évidemment. Donc ça c'est tout à fait pertinent. Il reprend évidemment plein d'études. Il y a une super locution sur YouTube aussi que vous pouvez facilement consulter. Et puis ça, ce monsieur, c'est un peu la référence, hein, Mancuso. On le verra un peu après, mais il y a carrément un laboratoire dédié. Donc c'est un Italien, et donc il a une équipe de recherche dédiée finalement à ces recherches. C'est un laboratoire, je crois, appelé de neurobiologie végétale. Vous voyez, donc il n'hésite pas. Et donc c'est tout à fait bien. Et ces travaux sont publiés dans des revues sérieuses. Vous voyez, c'est pas une espèce de machin où d'un coup quelqu'un s'est intéressé un petit peu à ce qui se faisait, à recompiler, à trouver un éditeur, et puis essayer de faire le buzz, parce que évidemment ce sujet est vaste, ce sujet peut être porteur, et il s'avère que il y a des aspects évidemment d'image, des aspects peut-être pécuniers tout simplement qui s'en dégagent. Hein. Donc il y a tout ça. Alors j'ai mis des trucs comme ça finalement en balayant l'état de l'art du sujet, mais il y en a évidemment plein d'autres, quoi. Donc ce genre d'ouvrage, allez-y les yeux fermés, et d'autres, faites attention. Mais après la conférence, vous aurez le regard aiguisé, et donc vous regarderez les choses avec du recul. Et je pense que c'est le sens aussi finalement de mon intervention. Il y en avait un, oui, que j'avais pris en note, qui s'appelait Baxter, qui est un ancien de la CIA. Alors pour le coup, peut-être qu'il était à la retraite, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'ennuyait. Et il a mis son détecteur de mensonges sur les plantes, et puis finalement, il a vu que suivant ce qu'il disait, la plante réagissait. Bon. Oui, bon, oui. Etc., etc. Alors celle-là, c'est un exemple que je trouve magnifique. Alors maintenant, vous savez, Bocchilla, il y a toujours une majuscule au nom de genre. Trifoliata, bon, 3 folioles. Vous avez une feuille composée de folioles. Ça veut dire que l'ensemble n'est pas une feuille. Ça, c'est pas une feuille. Ça, pardon, c'est pas une feuille, c'est une foliole. Bon, ça a été publié, machin. Et dans cette famille-là, bon, ça vient du sud du Chili. Bon. Et puis, là, il y a quand même quelque chose d'assez curieux dans ça, qui est repris très souvent, d'ailleurs, lorsqu'on parle du sujet de l'intelligence des plantes, parce qu'il s'avère
que cette espèce, donc dans une famille de plantes grimpantes, hein, c'est une liane, a tendance, et j'ai même envie de dire systématiquement, changer d'apparence, donc de morphologie en fonction du support sur lequel elle est. Et ce aussi à travers des supports qui ne sont pas vivants, genre du plastique ou des choses comme ça. Alors ça, c'est un peu déconcertant. C'est déconcertant pour le botaniste au sens strict, parce qu'il a besoin quand même de se baser sur une référence. Sauf que si tu lui mets la première chaise venue et puis que ça prend la couleur, par exemple, donc c'est un peu comme on dit le caméléon, c'est assez bizarre. Et alors, pour la personne qui s'intéresse un peu à cette fameuse intelligence des plantes, on se dit, mais bon Dieu, comment ça se fait que la plante change d'apparence, à quoi ça lui sert, etc. etc. quoi. Alors évidemment, je vous apporterai qu'assez peu de réponses, je montrerai des faits. Mais en l'occurrence, là, on voit la variabilité. À chaque fois, vous avez... alors, c'est ce que je l'ai, que je ne me mélange pas. Alors, il y a des tas de plantes qui sont assez peu connues en Europe. Moi, a priori, j'en connais pas, à part Bokila. Mais ce que je voulais noter, non, c'est que là, vous avez Bokila, et puis là, vous avez l'autre plante. Donc, à chaque fois, ça a la même apparence. Là, c'est plus marqué. Donc, c'est assez déconcertant, quoi. Donc, est-ce qu'on peut parler d'intelligence ? Alors, la personne qui s'en occupe, c'est traduit. C'est la première, c'est la capture d'écran du fameux laboratoire. Donc, je vous invite évidemment à aller voir ce qui s'est passé dans les productions scientifiques. Vous verrez que c'est tout à fait sérieux. Donc ça, c'est Mancuso, hein, c'est traduit de l'italien. Donc si le sujet, évidemment, vous intéresse, ça, c'est vraiment une façon d'aller plus loin pour savoir ce qui se fait, quoi. Pour moi, c'est l'une des autorités les plus importantes. Et donc, il est évidemment avec toute une équipe de recherche et beaucoup de travaux, de thésards, etc. Bon, alors pour le botaniste de base, finalement, grimper, ça reste qu'une stratégie, ça reste un comportement. Et puis, ce cher Charles, je l'appelle Charles, évidemment, on se connaît bien, à force, enfin moi en tout cas, ce cher Darwin, cette année-là, il a quand même dit que est intelligent tout être vivant qui parvient à résoudre des problèmes qu'il rencontre au cours de sa vie. Donc il a déjà le nez fin, parce que la définition diffère un petit peu, vous savez, des trucs de... Enfin, il y a quand même un match avec ce qui était dans le Larousse et autres références que vous auriez tout à fait ouvert pour savoir la définition du terme intelligent. Qui rencontre au cours de sa vie, cela repose sur 2 aptitudes, et ça c'est intéressant, apprendre et savoir garder en mémoire. Alors il y a pas mal d'expériences qui montrent quand même que les plantes ont de la mémoire, notamment les vignes. Hein. On appelle ça d'ailleurs le fait quand on adapte une plante à un environnement, quelque part on peut parler de mémoire, quoi. Je trouve plus le terme, mais il va me revenir. Donc ça fait 2 aptitudes. L'intelligence s'exprime moins bien que dans la domestication. Alors ça, je trouve que ça assez rigolo. Et c'est repris dans une conférence de l'une des personnes les plus connues dans le monde de la botanique en France, Francis Allais, qui connaît très bien ces sujets, notamment à travers les arbres. Donc je vous invite surtout à aller voir ces références. Il en parle évidemment très bien. Et lui, pour le coup, beaucoup de choses sont issues de ses recherches. Donc c'est quelque chose de très pertinent. Moi, ce que j'aime bien dire finalement avec les plantes, c'est que certaines espèces, citons par exemple les orchidées, vous savez, il y a c'est une porte d'entrée intéressante en botanique parce que souvent elles sont belles. Alors l'esthétisme est quelque chose, mais au bout d'un moment, on voit que le règne est assez large, donc on n'hésite pas à aller voir un peu ce qui se passe dans d'autres groupes taxonomiques, d'autres familles. Mais c'est une bonne porte d'entrée si vous avez envie d'aller un peu en botanique. Il y a une société dédiée à ça, par exemple, en France. Juste sur les orchidées, mais vous savez qu'il y a une partie de la fleur de certaines orchidées qui sont à même aujourd'hui, grâce à l'évolution quand même, imaginez bien, donc pour le coup la coévolution, d'attirer l'insecte femelle de certaines abeilles, juste pour pseudo-copuler et puis pour que les étamines finalement tombent sur la tête de l'abeille et puis puissent après féconder une autre fleur. Donc, et donc fécondation croisée. Donc,
c'est quand même assez impressionnant. Je pense aux Ophrys sapifera, tout simplement, à Sanctifera, il y en a d'autres. Donc, allez voir des images. C'est quand même assez intéressant. Donc là, c'est pour la pollinisation, donc c'est pour la reproduction. C'est quand même assez magique, je trouve. Et puis, tous les phéromones, de toute façon, dégagés par les plantes, sont au service de la reproduction. Donc il y a quand même une manipulation des animaux qui, soi-disant, sont intelligents, alors que les plantes ne le sont par définition, je peux le dire maintenant, ou ne le seraient pas. Donc ça, c'est quand même assez curieux. Bon, la stratégie de grimper aussi, c'est le fait d'aller, donc c'est plutôt pour aller vers la lumière. Donc ça, il pourrait y avoir aussi, suivant certains auteurs, quelque chose d'intelligent. Ça, c'est pris de l'ouvrage qu'on a pu voir juste avant. Donc il y avait déjà une figuration, chose que Darwin faisait assez peu. Hein. Donc c'est intéressant. Et puis évidemment, il y a tout un tas de perceptions possibles, chimio-sensorielles, hein, des plantes, vous le savez plus ou moins. Et puis, moi, ce que je trouve fascinant, enfin on en reparlera, mais c'est que quelque chose qui n'a pas de cerveau arrive quand même à finalement déjouer des choses qui en ont. Je parlais évidemment avec l'insecte, mais les animaux c'est pareil. Les plantes carnivores, elles ont quand même déployé un piège pour se nourrir. Si on prend un peu de recul, d'un coup, je trouve assez quand même étonnant, quoi. Alors j'avais dit que je parlerais aussi des principaux mécanismes. J'en ai parlé un peu. Ça, c'est ce qu'on retrouve bien en France. Puis je vous ai mis des taxa. En fait, c'est une de taxons. Hein, j'aurais pu changer. Mais là, c'est des choses tout à fait classiques. J'ai parlé des plantes à fleurs tout à l'heure. Mais là, par exemple, il y a ce truc-là, abominable, qui est pour le coup une fougère. Il y a aussi des fougères qui grimpent. Donc vous voyez, c'est vraiment assez large. Hein. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Type de grain, comment ça marche? La type s'enroule, s'accroche à un support. Bon, Phaseolus, c'est les haricots. Liseron, glycine, vous les connaissez. Prolongement fin qui s'enroule. Bon, là, le petit poil à vigne, vous savez, c'est un truc à l'aisselle des feuilles. Hein. Pas besoin de décrire plus que ça. Je pense que vous connaissez assez cette plante. Racine qui adhère aux surfaces. Bon, ça, c'est le fameux lierre qui nous embête parfois sur nos façades, qui est quand même un refuge de diversité spécifique important. Etc. La fameuse, là j'ai trouvé cette fougère. Et puis ça c'est intéressant, c'est encore un autre système issu de l'évolution. Donc vous voyez, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 systèmes juste comme ça, un peu rapidement en faisant le tour, pour grimper. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs mécanismes pour répondre à la même chose. Donc c'est un peu comme je disais au départ avec le grand cercle, vous vous souvenez, il y a des convergences finalement évolutifs qui amènent à des stratégies similaires pour répondre à la même contrainte. Mais vous voyez, par exemple, les plantes aquatiques, c'est la même chose. Finalement, vous avez des feuilles flottantes. Bon, on est dans l'eau, ma foi, on flotte. Rien d'exceptionnel, mais je trouve ça intéressant quand même qu'à travers une stratégie de montrer tous les types. Donc les ronces, les roses aussi, on l'a dit. Et donc ça, c'est quand même des plantes assez connues, quoi. Alors, je les ai figurées un petit peu par rapport à la chose tout à fait, à la façon de s'accrocher, quoi. Alors, cette diapositive, elle a le mérite, il me semble, de faire un tout petit état de l'art, finalement, parce que il y a plusieurs observations scientifiques qui sont faites. Là, j'en ai mis 4, j'aurais pu en mettre 50, j'en sais rien. Donc, c'est des choses qui, quand même, causent assez. Par exemple, l'émission de composés volatiles perçus par les voisins. Et puis après, j'ai mis qui l'a dit. Donc, c'est quand même souvent, c'est des articles tout à fait sérieux, publiés encore une fois dans des bonnes revues, avec des comités de relecture. Et puis, derrière, vous avez finalement la façon dont cela est interprété, pas de conditionnel, selon certains auteurs, notamment ceux que j'ai pu énumérer rapidement tout à l'heure avec des titres un peu racoleurs. Donc, par exemple, pour émission de composés volatiles perçus par les voisins, on va dire anticipation, communication proactive. Vous voyez, on caractérise la communication, pourquoi pas. Vigne ayant subi une sécheresse développe des racines profondes et régule mieux la fonction des stomates. Bon, je pense que dans les terroirs, etc., c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Là, on va parler de mémoire physiologique, anticipation des stress futurs. Bon, pourquoi pas. Vous voyez, encore une fois, là, je souligne par rapport au terme employé. Hein.
ajustement des sucres et acides selon température et attaque de parasites. Bon, là, on va parler de gestion stratégique des ressources pour optimiser leur production. Donc, c'est des trucs que j'ai un peu trouvés comme ça en balayant un peu les sujets, quoi, hein. Racines connectées avec des champignons. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant qui a été bien médiatisé ces dernières années, voilà, grâce à plusieurs auteurs qui sont pour le coup plutôt en mycologie. Vous savez, c'est la science des champignons qui sont un groupe différent. Vous vous souvenez au tout début, hein, le règne des fongiques, hein, qui est différent du règne végétal, prouvé en tant que tel. Et là, il y a quand même on dit partage d'informations, communication entre groupes taxonomiques éloignés. Vous voyez, taxon, on peut l'employer sur plein de groupes différents, comme je le disais, hein. Coordination de défense collective. Bon, oui, c'est un peu. Si tu mets sur un bouquin coordination de défense collective, intelligence des plantes, vous voyez, tout de suite, ça cause plus que certains trucs un peu plus frileux sur finalement les échanges de sucre ou je ne sais quoi dans certains articles scientifiques qui se veulent quand même un petit peu avec du recul, hein. Donc en fait, c'est aussi la médiatisation des informations qui font qu'on arrive parfois quand même, je trouve, à des choses un petit peu discutables, quoi. Alors la communication, finalement, moi, c'est ce qui me paraît assez prouvé aujourd'hui, parce que finalement, il y a quand même, c'est pas les mêmes choses, c'est connecté, et puis il y a quand même des informations chimiques qui sont développées, qui sont échangées. Donc ça a été prouvé, vous savez, avec une étude, c'est en 91, vous savez, en Afrique du Sud, là, avec les acacias. Vous savez, l'acacia El Koudou, c'est quelque chose de bien connu, hein. Il y a les feuilles qui se faisaient brouter, et puis d'un coup, ils se sont aperçus qu'un peu plus loin, finalement, les acacias, ils avaient une teneur en tanin assez élevée. Vous savez, c'est célèbre, en 91 déjà. Et puis en fait, il y avait des composés volatiles qui étaient émis par les feuilles prédatées, mangées. Et puis finalement, l'acacia, il est allé émettre l'information à d'autres spécimens de la même espèce, pour le coup, là, pour dire finalement, il serait peut-être bien d'augmenter la teneur en tanin pour que les koudous, évidemment, puissent ne pas manger. Alors ils sont tombés malades, je crois même qu'il y a eu de la mortalité assez élevée. Alors, je suis allé rechercher l'article, hein, qui s'appelle Hooven, Mortalities in Kudu. Donc ça, c'était publié dans le Journal of African Zoology. Alors, c'est assez curieux. Aujourd'hui, c'est dans le genre Vachellia. Donc, c'est les Vachellia carou, pour ceux qui chercheraient l'espèce exacte. Vous êtes sûrement très nombreux. Merci. Et puis, là, en fait, c'est un sujet, moi, que je trouve intéressant, parce que finalement... moi, finalement, je suis comme vous de base. Je vais voir un peu ce qui se passe et puis j'essaye d'avoir finalement un regard assez large, avec beaucoup peut-être de naïveté, mais avec beaucoup d'objectivité. Et puis, il paraît qu'il y a d'autres intelligences. Il y a celle-là. Bon, il y a celle-là, linguistique, corporelle. Alors celle-là, je la connaissais pas. Elle est arrivée après. Pour le coup, c'est peut-être l'une d'elles dans lesquelles je peux me retrouver. 97. Bon, musical, intelligence musicale, on en a parlé, visio-spatial, bon. Alors, visio-spatial, ça joint notre Bokila, quoi. Ça voudrait dire qu'il a des yeux, il mime, il voit ce sur quoi il rampe. Vous voyez, c'est quand même assez... Il y a des choses quand même assez étonnantes, quoi, hein, qui est un exemple tout à fait connu. Et moi, je sais pas ce que ça vaut, hein. Voilà, j'ai sorti, là, c'est sur Wikipédia, ça a été sorti par cet auteur-là, hein, de ces intelligences. Donc au final, je ne sais pas, il faut à quel point ce champ sémantique, intellectuel, ce champ de définition, finalement, est aujourd'hui, à l'image de certains aspects botaniques, est valide. Mais si ça l'est, je n'ai pas fait l'état de l'art de l'intelligence, hein, mais si ça l'est, ça voudrait dire qu'il y a quand même un certain nombre d'intelligences qui sont rattachables, et c'est ça que je voulais vous montrer, finalement aux plantes, mais finalement aussi à la vigne, de par la diapositive d'avant, communication et j'en passe. Et du coup, ça pose à se poser la question. Vous voyez, scientifiquement, je rétrécis le filtre, parce que, logico-mathématique, logique, bon, la logique, pourquoi pas. Mathématiques, bon, a priori, ils n'ont pas fait de calcul, mais bon, on se comprend. Linguistique, bon, ça je sais pas trop, mais corporel, ça je trouverais ça assez intéressant. Vous avez tous vu la vrille, enfin le mouvement comme ça dans l'espace, vous savez, du haricot qui grimpe et qui va chercher à s'accrocher quelque part.
D'ailleurs, pour l'anecdote aussi, je ne l'ai pas cité, mais il existe une espèce de passiflore dont Francis Allais parle facilement. Et tu n'arrives pas à la berner tout le temps. Au bout d'un moment, tu recules le support sur lequel la plante doit aller, et puis la plante, finalement, elle va un peu plus loin, ou il la décale, je ne sais plus. Enfin, c'est pareil, c'est assez étonnant. Donc, est-ce qu'on pourrait parler d'intelligence corporelle? Je ne sais pas, mais ça mérite de permettre ce fameux point d'interrogation. Musical, bon, on avait vu qu'elle préférait le rock à la musique classique. Non, c'est l'inverse. Non, je blague. Je pense que la musique, je ne sais pas, mais finalement, vous savez, c'est qu'une émission d'ondes. Donc, s'il y a une influence, c'est logique que la musique puisse peut-être rentrer dans ce champ. Vous avez aussi, par rapport au corps, vous savez, un réflexe de défense chez une espèce qui est bien connue, Mimosa pudica, d'ailleurs il porte bien son nom, pudique. Hein. Vous allez chez le jardin, vous la trouvez, vous touchez les feuilles, vous avez les folioles qui reviennent comme ça. Bon, comment on peut interpréter ça? C'est pareil. Est-ce que ça rentre dans tout ce bazar? Bon, à discuter. Visuospatial, ça je l'aime bien. Bon, visuel, je ne sais pas, mais spatial, vous voyez... une plante qui grimpe pour aller chercher la lumière et puis qui finalement va au passage éviter certains prédateurs en déployant plus de feuilles, peut-être plus grandes au sommet. Ça, c'est quand même c'est pas mal. Vous prenez le hou, il y a plus de feuilles piquantes en bas qu'en haut, par exemple, comme par hasard. C'est pour la prédation aussi. Donc, est-ce que c'est qu'une adaptation à l'environnement, un stimuli, biotique ou abiotique, ou est-ce que c'est autre chose? Bon. À droite, une petite figuration, finalement, un peu âgée. Ah, l'intelligence sociale que j'ai failli oublier. Alors celle-là, j'ai envie de dire, j'ai quand même envie de penser oui, quoi. Hein. Vous avez vu, je suis assez frileux, hein, mais pour le coup, social, ça veut dire qu'il y a quand même une considération, si tant est qu'on puisse appliquer le terme considération, mais au moins elle capte qu'il y a quelque chose autour. Vous voyez, j'emploie un mot tout à fait simple, hein, mais elle capte qu'il y a quelque chose autour. C'est le gars qui veut pas trop se mouiller, quoi. Vous aviez compris. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui, en mon sens, sont à même de pouvoir rentrer là-dedans. Bon, à discuter. Alors, moi, ça m'intéresse. Il y a des termes qui, moi, m'embêtent un peu, quand même. Des termes qui sont caractérisables comme anthropomorphiques. Alors, ils sont logiquement utilisés, comme je le vois très souvent, parce que c'est les seuls mots disponibles. Alors ça, déjà, c'est quand même un marqueur sémantique assez fort. C'est les seuls mots disponibles. Donc je pense que le moindre courant sociologique invente plus de mots dans nos rues que finalement un certain nombre d'aptitudes lexicographiques liées aux plantes, alors que c'est largement prouvé. Dans la rue, quand on entend je ne sais quel langage, ça n'a pas été encore prouvé. Et pourtant, c'est tout à fait utilisé. Donc peut-être qu'il y a un certain nombre de termes qui seraient à même de pouvoir être disponibles pour parler du sujet qui nous rassemble, encore une fois, quoi. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a eu quand même des médiatisations. Alors, j'ai employé le terme déconvenu. Vous avez compris ce qui se cache derrière ça. Mais reprises par des croyances. Alors ça m'embête parce que en botaniste, on se doit quand même de se baser sur quelque chose de prouvé. Alors les croyances, bon, si c'est prouvé, ça en devient une. Mais alors évidemment, c'est un large champ, mais publié aussi de manière incorrecte. C'est-à-dire qu'on trouve le premier peut-être éditeur, et ma foi, on a même de pouvoir sortir ces informations qui très souvent sont des compilations d'informations, comme je l'ai fait, mais je n'ai pas la volonté de publier sur ce sujet, parce que je ne suis pas dans un laboratoire à la pointe qui mettrait en avant des faits nouveaux, issus d'expériences qui seraient reproductibles, comme les travaux d'ailleurs de plusieurs laboratoires, j'ai mis sérieux, comme Mancuso par exemple. Les travaux de plusieurs laboratoires sérieux montrent des études reproduites permettant d'associer certaines formes d'intelligence aux plantes, notamment la vigne. Alors nous observons des adaptations bien plus élaborées que celles dont nous avons l'habitude en botanique classique. Ça, je vous l'ai montré. Ces déploiements, reflets de contraintes physiques et biologiques, sont dus à l'évolution. Et donc ça serait le maître mot pour moi de tout cette conférence. Et finalement de l'adaptation. Ce qu'il faudrait retenir, selon moi, c'est le fait qu'au fur et à mesure, finalement, de l'évolution des études, peut-être qu'il y a des termes, finalement, à adapter. Mais là, finalement, c'est un champ plutôt littéraire, c'est un champ presque philosophique, voire même éthique, qui, finalement, au fur et à mesure, pourrait se rattacher à ce fameux terme d'intelligence. Et
et ce, sans que les plantes puissent se déplacer, sans qu'elles aient de cerveau, je l'ai dit, mais à résoudre des problèmes. Vous vous souvenez des définitions? Elles résolvent des problèmes quand même, donc c'est quand même assez curieux. Certains auteurs disent que ça serait est-ce que c'est qu'un réceptaire finalement de stimuli extérieurs, la lumière, on appelle ça le phototropisme, les nasties, vous savez, c'est les mouvements. Il y a aussi des mouvements sur le jour et la nuit. Il y a des plantes, finalement, elles sont habituées à certains mouvements entre le jour et la nuit. Et puis, si tu changes ce rythme circadien, eh ben, la plante va se réadapter. Donc, il y a quand même une réaction. Je trouve ça quand même assez curieux. Donc, mais face à des preuves qui paraissent indéniables, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement une évolution lexicographique? Moi, j'ai l'impression qu'on va commencer à tendre un petit peu vers ça, au regard de tout ce qui se passe, et puis ça permettra d'aller un peu plus loin. Donc c'est un peu ce que je mets ici. C'est aussi en phase d'investigation, je vais le mettre en gras. N'aurait-elle pas, elle aussi, s'adapter d'un point de vue sémantique? Et donc là, ça sera la part belle finalement à la suite. Et en attendant, eh ben, je veux vous remercier. Merci beaucoup, Jérémy. Avec plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez appris plein d'informations. On va passer aux questions-réponses si vous en avez. Également pour nos téléspectateurs sur Zoom, si vous souhaitez poser vos questions, vous pouvez les retranscrire dans la rubrique Q&R et on se fera un plaisir de les poser à Jérémy. Et pour vous, on a Adèle qui est dans les escaliers, qui a un micro en mousse. Donc vous pourrez vous faire des passes sans danger et sans vous blesser. Voilà. Est-ce que la régie, on peut allumer peut-être un petit peu plus la salle ? C'est possible. Super, merci. Et est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Vous savez, il publie quand même beaucoup. C'est une bonne question. Je ne me la suis pas posée, malheureusement. Mais je vais pas inventer, mais c'est un sujet tellement porteur que je ne serais pas étonné qu'à un moment, il y ait quelque chose. Mais vous savez, la vigne, il y a des revues spécialisées et avec effectivement des auteurs, je pense, qui ont tout à fait de l'autorité. Donc, Mancuso, je ne sais pas, je ne peux pas répondre clairement, mais il y a forcément des liens, au pire, au niveau des co-auteurs, quoi. Enfin, il faudrait faire un travail bibliographique que j'aurais pu faire, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Merci, je regarderai. On va juste utiliser le ballon, comme ça permet au son d'être retranscrit sur Zoom. Ça dynamise. Que tout le monde puisse profiter de la question. Voilà, vous pouvez faire des passes. Magnifique. Ouh, ça anime. Bravo. Comment ça marche? Une question. Est-ce que nous, on a une influence sur l'intelligence? On peut avoir une influence sur l'intelligence des plantes, par exemple avec l'eau ou avec le fertilisant? On le voit en tout cas à court terme, quoi, hein. Quand je parle de stress hydrique, par exemple, au fur et à mesure, c'est clair que des choses à arroser, au fur et à mesure, ça peut avoir une influence. La lumière, on l'a vu aussi. Certaines personnes... alors des fois, les choses empiriques ont tout à fait de la valeur. C'est pas parce qu'elles sont pas publiées dans Science que ça n'a pas de valeur. J'entends des choses sur la musique, j'entends des choses... Il y a des choses assez étonnantes, quoi, hein. Donc oui, moi je pense qu'on peut influencer au fur et à mesure. En tout cas, on peut montrer finalement des adaptations qui peuvent être progressives. Alors vous voyez, moi j'ai pas parlé d'évolution en termes d'années, mais c'est tout le temps en millions d'années les évolutions. Alors il y a des contrefaits, hein, avec des évolutions terribles en quelques générations, mais ça c'est l'évolution finalement naturelle. Par l'homme, ça voudrait dire que c'est dans un laps de temps très court. Est-ce qu'il y a une réponse entre guillemets intelligente? Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses. Après, est-ce que c'est que des adaptations? Ça, oui, j'ai du mal à répondre clairement, quoi, hein.
vous m'auriez posé la question il y a 15 jours, j'aurais dit a priori non. Puis il y a quand même des choses étonnantes, quoi. Je réponds, mais je réponds pas. Hein. Je vous embête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, j'en ai une ou deux sur Zoom. Je vais vous la poser, Jérémy. Il y avait madame, je crois, juste avant. Bon, on pourra... Vous voulez la poser maintenant? C'est le plaisir de jouer, je crois, aussi. Avec... Je veux bien que vous parliez dans le micro, ça permet au son d'être relayé sur la plateforme Zoom. Merci. Oui, merci. En parlant d'intelligence musicale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Bah, ça a été dit. Hein, oui, voilà. Ouais. Pessac-Léognan, on a des exemples de viticulteurs qui mettent de la musique. Mais oui, je sais. Leur, j'ai rencontré quelqu'un il y a peu de temps. Ici, pour ne pas le citer, le Château Léognan qui le fait et qui dit, apparemment, ils ont un certain recul par rapport à cela et apparemment, ce serait bénéfique. Alors c'est quoi? C'est du rock ou c'est pas du rock? Je ne sais pas. Vous savez pas. Bon, alors je me prononcerai pas. Et on entend parler depuis très très peu de temps de la forêt amazonienne, donc des arbres qui sont plantes évidemment, qui par rapport à la déforestation se sont auto-alimentés et ont augmenté de manière assez impressionnante leur tronc pour pouvoir pallier l'insuffisance qu'il y a autour d'eux. Donc je pensais à l'intelligence spatiale. Voilà. Enfin bon, c'est juste mais une impression, une idée. Mais après, ça paraît assez curieux. Bah, de toute façon, ça l'est. Ça, j'aurais pas peur d'employer ce terme-là. Mais après, est-ce que je l'ai dit, il y a des adaptations qui peuvent être très rapides, quoi. Le fait qu'en très peu de générations, finalement, il y ait des apparitions différentes en fonction d'un environnement. Bon, ça c'est quand même assez curieux. Oui, c'est la parthénogenèse que je cherchais tout à l'heure par les insectes, quoi. La sexualité sans sexualité finalement. Enfin, la reproduction sans sexualité, ça c'est quand même assez étonnant. Après, est-ce que à l'échelle d'une génération, le fait de grossir, parce que tu as plus d'espace aussi, si je comprends bien. Est-ce que c'est intelligent? Je serais bien incapable de le dire. Pour le coup, j'aurais tendance à parler d'adaptation. Mais vous voyez, s'il y a des vignerons, et je le suppose, évidemment, dans la salle, où la première personne qui a une plante d'intérieur chez elle, vous changez le pot par rapport à votre fenêtre, vous allez voir que les feuilles tout doucement vont changer. Donc là, ça rejoint un peu la même chose, quoi, ma foi. Il y a plus d'espace, donc on l'utilise. Il y a quelque chose d'assez opportuniste, finalement, hein. Alors, est-ce que c'est de l'intelligence, ma foi? Ouais. Moi, j'ai C'est une question d'interprétation. Ouais, alors voilà, c'est ça qui est un peu embêtant là-dedans. Ouais. C'est qu'il y a une histoire d'interprétation. Mais ça donne lieu à beaucoup de problèmes, évidemment. Merci. Donc, il y a une question en haut, mais je vais poser la question sur Zoom avant, qui revient un peu sur cette adaptation. Compte tenu des temps nécessaires à l'adaptation à l'évolution des plantes et celui observé actuellement au réchauffement climatique, pensez-vous que la vigne ait la moindre chance de s'en sortir, hormis à compter sur l'homme? Hormis à compter sur l'homme? Je pense que, en fait, il y a un terme très à la mode que j'aime pas trop, qui s'appelle la résilience. Et je pense que dans le pool génétique d'un bon nombre d'organismes, finalement, il y a quand même une capacité à s'adapter, et des fois bien plus rapidement qu'on l'imagine. Et c'est assez étonnant, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vignes, je ne dirais pas qu'il n'y aura plus de vignes à Bordeaux dans un siècle, mais c'est vrai que ça donnera bien évidemment lieu à des... c'est facile de se concentrer quand il y a une balle qui vole de partout, j'aime beaucoup. Ça donnera lieu à d'autres cépages. Donc là, pour le coup, c'est humain. Ça donnera lieu peut-être à d'autres taxons, on l'a dit, quand on parle de vigne, hein, quand on parle de vigne au sens strict, donc vitis. Mais ça donnera lieu aussi à d'autres goûts et finalement aussi à des rendements aussi qui seront différents. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Donc oui, il y a des chances qu'il y aura encore de la vigne, bien entendu. Alors la vigne sauvage, vous avez vu, elle était à peu d'endroits. Mais si on prend Vitis vinifera, sous espèce vinifera, celle qui nous rassemble principalement,
Bon, c'est ce que j'ai pu dire avant. Il y aura forcément une production, il me semble, amoindrie, mais ça, il faut aller voir les références que j'ai pu amener, quoi. Après, si on prend d'autres exemples, vous avez tous vu des forêts un peu abîmées en plein été avec une défoliation, les platanes et j'en passe. Les marronniers en plein été qui réagissent comme en automne, quoi. Vous voyez, donc la phénologie est différente. Donc, de fait, oui, il y aura forcément une évolution. Après, il y aura les aspects culturels qui feront que on fera tout pour résister, mais ça sera sûrement sur des formes différentes. Et finalement, les cépages ont toujours fait que ça, c'est-à-dire que s'adapter finalement à un environnement. On peut voir là-haut qu'il y en a dans les endroits qui ne sont pas forcément méditerranéens, alors que la vigne de base provient plutôt du bassin, quoi, méditerranéen. Donc, de facto, oui, il y aura quand même des choses, mais vous voyez, ça sera peut-être pour avoir les mêmes conditions, un peu plus dans les conditions septentrionales, d'après ce que je peux voir, d'après Köppen, d'après les références, quoi. Ouais. Oui, la question précédente reprend un peu ma question, donc tout n'est pas perdu, les plantes sauront s'adapter. Mais finalement... Alors, sauront s'adapter, je vous coupe. Je pense qu'elles ont la capacité, pour un certain nombre d'entre elles, de pouvoir répondre. Alors, les plantes, de façon générale, oui, ça c'est une évidence. Après, pour certaines d'entre elles, je vous coupe, excusez-moi, mais faut savoir qu'il y aura quand même beaucoup de disparitions si on prend les plantes, les espèces, excusez-moi. Oui, je suis d'accord avec vous, il va y avoir des morts. Il y a de la perte, et c'est déjà le cas. Hein. Il va y avoir des morts. Mais ce changement climatique qui a une vitesse relativement accélérée, finalement, c'est une opportunité fantastique pour voir ce qui va se passer en 50 ans, oui, c'est ce pas que faux. vous n'avez pas pu voir avant. Oui, c'est intéressant. Vous avez raison, autant être positif. Mais non, mais ça c'est vrai. Mais vous savez, ce qui est rigolo, c'est que pour étudier, par exemple, il y a le rat de laboratoire le rat de laboratoire pour étudier rapidement des mutations sur les plantes, c'est Arabidopsis thaliana, une petite brassicacée, une crucifère, quoi. Parce que les générations sont assez rapides. Souvent, chez le règne animal, c'est des souris, c'est la mouche drosophile. Donc là, effectivement, on accélère comme ça les processus parce qu'on n'a jamais vu que ça allait aussi vite. Et évidemment, on peut voir des choses, mais le problème, c'est que c'est un peu dans l'urgence. Hein. Vous savez, la Terre, elle a connu plusieurs grandes crises d'extinction, le dinosaure et autres, j'en passe. Là, il s'avère qu'on en vit une en ce moment. Alors, c'est difficile d'arrêter l'information comme ça au présent, mais l'érosion de la diversité, elle a quand même, il me semble, je n'ai pas fait l'état de l'art, mais jamais été aussi rapide. Alors, réjouissons-nous, vous avez bien raison, il faut être positif. En tant que conservateur, botaniste, évidemment sensible à mon environnement et celui qui est induit par les plantes, moi je suis plutôt triste, mais c'est vrai que c'est un laboratoire rapide, allons-y, je vous le laisse et puis j'y repenserai, je vous remercie. Maintenant, je vais poser une question qui est un peu à côté, mais je fais appel à votre science sur le bio. J'ai visité quelques vignobles bio où on voit, personne ne l'est, elle prend une pincée d'une poudre de perlimpinpin dans une tonne d'eau, elle répartit ça et la vigne réagit. Ou alors on prend des cornes de vache qu'on remplit de caca de cheval, qu'on met ici et là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ça, c'est des questions plutôt d'agronomie. Alors j'ai étudié l'horticulture, je suis aussi jardinier. Et à partir du moment où il y a les composés, finalement, qu'ils soient sous forme de cornes de taureau ou je ne sais quoi, à partir du moment où il y a les composés minéraux, l'azote, le phosphate, le potassium, qu'ils soient sous une forme ou sous un autre, conceptualisés par le fait que ça soit de l'agriculture biologique ou je ne sais quoi, scientifiquement, chimiquement, ma foi, s'il y a les éléments, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Après, je pense qu'il y a de tout, un petit peu comme dans les définitions et les différents ouvrages, quoi. Hein. Mais je pense que, alors ma science, pour le coup, je ne pense pas qu'elle pourra vous apporter grand-chose, mais en mon sens, il y a quand même des résultats assez nets. Et si on doit répondre, le simple fait que parfois on évite certains intrants qui finalement érodent toute la diversité qu'on puisse avoir dans un champ de vigne ou ailleurs, c'est toujours ça de prix, ma foi, quoi. Au pire. Voilà. Je parle des adventices, par exemple. Vous savez, c'est les plantes qui accompagnent les cultures. Dans l'histoire des plantes, des végétations, il y a des plantes qui accompagnent comme ça, avec des plantes des fois très rares. Hein. La nigelle, par exemple. Vous voyez la nigelle pardon. Et je ne sais pas, les coquelicots, par exemple. On voit moins de coquelicots, etc., etc. Donc si ça
Au pire, si ça a le mérite de moins éroder toute la diversité spécifique, qu'elle soit dans le sol, il y a une diversité énorme qui a été démontrée beaucoup ces dernières années, mais aussi ce qu'on voit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Des choses vivantes. Vous avez, rappelez-vous de tous les règnes au début, là, les protistes par exemple, c'est plus gros que les plantes. Il y a plus d'espèces, a priori. Les insectes, il y a plusieurs millions d'espèces. Les plantes, c'est que 350 000 à côté. Donc si on peut éviter d'éroder tout ça trop vite en faisant les choses correctement, ma foi, avec un peu de bio, de la poudre de perlimpinpin, c'est toujours ça de prix. Après, ça peut, je pense qu'il y a de tout, il y a des choses qui ne marchent pas. Et ça, l'empirisme, l'expérience pourrait mieux répondre que moi, parce que je ne produis pas de vie, en l'occurrence. Mais ça va venir, ça va venir. Moi, j'ai une dernière question sur Zoom, qui est assez simple, et qui, finalement, d'après vous, la vigne grimpée, pour quelle raison ? La vigne grimpée, pour quelle raison ? Oui, pourquoi la vigne grimpe ? Assez simple. Il y a probablement une histoire de lumière. Vous dites que c'est assez simple. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est la dernière question et je ne pourrais pas répondre de façon très claire. Mais de tout ce que j'ai pu voir à travers les plantes grimpantes, il s'avère que c'est principalement des adaptations à la lumière. Ça peut être des adaptations par rapport aux prédateurs. Je pense que c'est une stratégie induite par l'environnement comme une sélection pour toujours être là finalement, les vitacées pour parler de la famille. Donc, je pense que c'est principalement... Alors, sous nos latitudes, c'est principalement environnemental, la réponse, mais dans les zones plus tropicales, c'est souvent des raisons biotiques par rapport à l'environnement vivant. Donc ici, de facto, en resserrant le lien pour pouvoir répondre, alors que ce n'est pas une question si simple, j'ai l'impression que c'est par rapport à l'environnement. Donc si c'est par rapport à l'environnement, c'est très probablement pour la lumière. À vérifier. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci également aux personnes présentes sur Zoom. Merci beaucoup, Jérémy. Avec plaisir. Pour ces éclaircissements. On se retrouve bientôt, et notamment la semaine prochaine, avec une table ronde sur l'eau, de l'eau à la bouche, qui sera animée par Mathieu Doumange, donc grand reporter de Terre de Vin, et avec Aurélie Giron, qui est directrice de l'appellation Corbière, il me semble. Oui, c'est ça, Corbière. Dans le sud de la France, qui ont malheureusement subi les incendies cet été. On aura Élodie Galco de l'agence de l'eau de Gironde et Pierre-Olivier Clouet pour nous parler de Cheval des Andes, qui est un des domaines de cheval blanc à Saint-Émilion. Voilà, merci à vous, très belle soirée et merci encore.